Bonjour à toutes et à tous. Comme Madame Juncker vient de l'expliquer très bien, l'objet de cette étude porte sur réellement les ressentis, les comportements et les perceptions d'un échantillon de personnes face à la problématique de la transition sociétale et environnementale. Donc c'est un projet qui rassemble une équipe de chercheurs et de doctorants du LISER, dont Philippe Van Kern qui est ici présent. Et je salue aussi Amirali Golpour qui a été notre assistant de recherche pour ce projet. Donc les questions clés que ce projet a visé à adresser sont tout d'abord quelles sont, et c'était la question qui vous avait été posée à l'instant, les principales contraintes à une transition durable. On a listé donc des contraintes individuelles, des contraintes sociales, des problèmes de solution et un manque de coordination. Donc tout ça a été déjà mentionné. On a également considéré que pour stimuler l'action des individus, un problème, donc on a parlé de la coordination internationale, mais il y a aussi la coordination dans la société. Et le ressenti que parfois fournir des efforts à titre individuel a peu de sens si on constate ou on considère que les gens autour de nous, la société au sens large, ne fournissent pas les mêmes efforts et que donc finalement à quoi bon essayer d'investir dans des modes de vie plus durables mais aussi plus coûteux si on est les seuls à le faire. Et donc un moyen de résoudre ce problème, c'est de développer des politiques publiques qui vont s'adresser à tout le monde et qui vont lever donc ce sentiment que j'agis à titre individuel puisque collectivement on est tous invités à se comporter selon les nouvelles politiques. Et donc dans un premier temps on a mesuré les comportements, on a mesuré les perceptions, le soutien pour les politiques. Et ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller un pas plus loin et voir comment on peut faire évoluer ces perceptions et ces comportements? Donc pour ce faire, nous avons mené une enquête auprès de 900 participants que nous avons suivis pendant 9 mois. Donc la première vague a eu lieu en novembre-décembre 2022. Lors de cette première vague, on a essentiellement mesuré les comportements, les perceptions et les caractéristiques sociodémographiques des individus. Et ensuite, nous avons mené 2 vagues supplémentaires où on a suivi les mêmes individus et on leur a reposé une série de questions sur leur comportement et leurs habitudes, mais on a été un petit peu plus loin, je viendrai plus loin dans le détail. Et enfin, une 3e vague en juillet et août 2023. Et pour chaque vague, donc, nous avons mesuré les comportements sur les habitudes de mobilité, les habitudes d'alimentation, en particulier la consommation de viande, et les attitudes de logement, donc le niveau de chauffage et les intentions ou le niveau d'investissement dans les rénovations et l'efficacité énergétique. Dans chaque vague, on a également mesuré le soutien pour des politiques hypothétiques. Et c'est une enquête où les participants, pour des fins de l'étude, recevaient une rémunération modeste. Et à la fin de chaque vague, on a demandé aux participants s'ils souhaitaient faire don de leur rémunération pour participer à un projet écologique. Ce don est également un comportement que nous avons pu mesurer qui allait au-delà de simplement la déclaration d'une réponse dans une enquête, mais une action concrète qu'on a pu mesurer. Ici, vous avez un graphique en 2 dimensions qui représente notre échantillon. Donc, chaque point sur ce graphique correspond à un individu. Et en utilisant une méthode statistique, on a essayé donc de résumer, ça vaut ce que ça vaut, mais résumer la composition sociodémographique des individus sur ces 2 dimensions qui sont sur l'axe horizontal les charges quotidiennes, donc le temps, les contraintes de temps auxquelles font face les personnes, et sur l'axe vertical, le statut socio-économique. Donc vous pouvez voir que par exemple, les individus qui se trouvent plus au nord de ce nuage de points sont des individus qui ont tendance à avoir des plus hauts revenus et à avoir un emploi et une éducation supérieure.
Sur l'axe horizontal, maintenant, vous voyez que les gens qui ont les plus faibles contraintes de temps sont généralement les individus plus âgés, donc vous avez les individus de plus de 65 ans, mais vous avez également les jeunes parents et les femmes qui sont souvent plus occupées. Alors, on a, donc ceci c'est un résumé de notre échantillon, mais on a été assez loin, et pour ça je remercie tous les participants qui ont été très patients, parce que nous leur avons posé énormément de questions. On a voulu avoir une approche globale sur quels sont les facteurs explicatifs des comportements. Et donc, comme je l'ai dit, on a mesuré les contraintes et les préférences individuelles, notamment donc, les classes de revenus, le temps qu'ils allouaient à leur mobilité, mais aussi toute une série d'informations sur l'information dont ils disposent, notamment concernant des investissements immobiliers ou l'accès au transport public, et j'en passe. Et aussi une mesure de leur perception sur la disponibilité de solutions pour changer de comportement. Alors le second point dont j'ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est l'aspect des normes sociales. C'est comment les individus perçoivent les comportements dans la société et comment les individus estiment que la société juge sur un plan éthique ou normatif ce qu'il faudrait faire idéalement en vue d'une transition environnementale et sociétale. Donc on a utilisé, et c'est pour ça qu'on a utilisé cette rémunération des participants, c'est une technique qui permet d'inciter les gens à donner une mesure la plus précise possible de leur perception des normes sociales. On a également mesuré les croyances, donc la confiance qu'ont les gens dans les institutions, dans les médias, dans les sciences du climat et dans les sciences en général, et leur perception sur l'avenir. Donc, est-ce qu'ils sont pessimistes sur l'évolution de l'environnement dans la région, dans le monde? Est-ce qu'ils sont fatalistes, c'est-à-dire est-ce qu'ils croient que même si tout le monde faisait des efforts énormes, ça n'aurait pas d'impact? Et on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont cette perception-là. Et enfin, au niveau vraiment individuel, on a voulu voir si les traits de personnalité et les biais de comportement peuvent avoir un effet sur la volonté ou non, ou la capacité ou non de modifier les comportements. Donc il y a la tendance à procrastiner, à reporter des décisions et des actions, l'altruisme, la réciprocité et également la rationalité. Donc ici, je vais vous donner quelques exemples de différentes mesures de comportement que nous avons effectuées. Ici, on va commencer avec le fait d'acheter des produits de seconde main. Et donc, vous avez de nouveau au milieu notre nuage de points qui symbolise la composition de l'échantillon. Et plus les points sont foncés, plus ces individus sont susceptibles d'adopter le comportement dont on parle ici. Donc, plus les points sont foncés et plus les individus vont avoir tendance à acheter des produits de seconde main. La barre tout à gauche indique la proportion de gens qui adoptent effectivement ce comportement. Donc vous voyez qu'ici, à peu près 20-25% de l'échantillon a tendance à fréquemment acheter des produits de seconde main. Et enfin, tout à droite, vous avez un ensemble de facteurs explicatifs qui nous permettent d'identifier quel type d'individu a plus ou moins tendance à acheter des produits de seconde main. Vous voyez notamment assez logiquement que les femmes et les ménages avec des jeunes enfants ont beaucoup plus tendance à acheter des produits de seconde main. J'ajouterai une dernière chose sur ce slide, vous allez le voir en comparaison avec les suivants, c'est que le nuage de points est beaucoup plus foncé dans la partie supérieure et la partie droite du graphique, ce qui suggère donc que ce sont des individus en moyenne avec un statut socio-économique plus favorable et qui ont des niveaux d'activité, donc des contraintes de temps assez importants, qui ont plutôt tendance à acheter des produits de seconde main. J'ai parlé tout à l'heure de l'option de faire des dons de sa rémunération pour contribuer à un projet vert. Et là, vous voyez que le taux de personnes qui ont effectivement fait un don est relativement faible. Mais ce qui est surtout intéressant de constater ici, c'est que, d'une part, ce sont les personnes les plus âgées qui ont tendance à offrir leurs dons. Ce sont les personnes qui sont pessimistes et qui craignent pour l'avenir de l'environnement.
Et à contrario, les individus qui sont méfiants envers les médias et les institutions, et les individus qui sont fatalistes ont tendance à moins faire don de leur rémunération. Et si on compare avec le nuage de points précédent, vous voyez en fait que la position des points foncés est pratiquement inversée. Si maintenant on regarde un troisième comportement, qui est le fait de manger peu de viande, là vous voyez qu'on a une plus forte proportion de personnes qui ont tendance à manger moins de 5 fois par semaine de la viande. Et le point principal que je voulais mettre en avant dans ce graphique, c'est que vous voyez que la composition des couleurs dans le nuage de points est encore une fois différente et elle est un peu plus diffuse sur l'ensemble du nuage. Donc qu'est-ce que ça nous informe en premier lieu ici? C'est qu'il n'y a pas une catégorie socio-économique ou socio-démographique qui adopte toujours les meilleurs comportements et d'autres qui adoptent toujours des mauvais comportements. Selon le domaine et selon les spécificités des personnes, il est plus ou moins aisé d'adopter des comportements qui sont socialement plus durables. Donc j'ai parlé tout à l'heure des politiques et du soutien aux politiques. Ici, c'est un graphique qui représente la distribution des participants face à une question simple qui est, selon vous, est-ce que l'action politique devrait se focaliser plutôt sur, à gauche, des objectifs liés à la durabilité sur le long terme, ou tout à droite, des politiques qui répondent aux besoins de la population à court terme? Vous voyez que le centre, la partie en jaune du graphique, représente la quantité de personnes qui trouvent qu'il faut équilibrer ces deux objectifs, alors que la partie tout à droite, elle est relativement peu fournie, et on observe que c'est dans la partie gauche, dans les objectifs à long terme, que le plus de participants se sont prononcés. Donc ça suggère qu'il y a une réelle demande pour que les pouvoirs publics investissent dans davantage de politiques de long terme. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et pour ce faire, dans l'enquête, nous avons présenté aux participants un certain nombre de politiques hypothétiques, en insistant bien sur le fait qu'il n'y avait pas un plan particulier du gouvernement de Luxembourg Stratégie de mettre en œuvre ces politiques, mais on voulait connaître leurs attitudes, leur soutien potentiel à de telles mesures. Et notamment, on leur avait proposé l'idée d'interdire les voitures dans les centres-villes. Et vous voyez que, si vous regardez la petite barre à gauche, on a pile 50% de notre échantillon qui était favorable à cette mesure. Et si on regarde le nuage de points et les facteurs explicatifs, on voit que ce sont étonnamment les personnes avec les plus hauts revenus et les personnes de plus de 65 ans qui sont les plus favorables. Par contre, regardez tout en bas, les individus qui sont fatalistes, donc qui pensent que quoi qu'on fasse, ça n'aura pas d'impact sur l'amélioration de notre environnement et la soutenabilité de notre économie, les fatalistes sont beaucoup moins favorables à ce type de mesures. Un autre aspect que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a mesuré le soutien face à ces politiques économiques, mais on l'a mesuré en 2 temps. Dans un premier temps, on a expliqué aux gens qu'on envisagerait de mettre en place ces politiques, mais en accompagnement, le gouvernement introduirait, encore une fois de manière hypothétique, des plans publics qui permettent de fournir des solutions alternatives aux utilisateurs. Donc, par exemple, pour l'interdiction des voitures, c'était un plan de mobilité avec une augmentation de l'offre et de la quantité de transport public, la mise en œuvre davantage de pistes pour la mobilité douce. Bon, ici, je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les politiques individuellement, ni tous les plans publics, mais ce qui est important d'observer ici, c'est qu'à chaque fois, on a une forte différence entre le taux de soutien qui est mesuré par les petites barres oranges, avec un plan qui accompagne les mesures, ou sans plan qui accompagne les mesures. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on a 4 politiques sur les 6 qui sont soutenues par une majorité des participants à condition qu'il y ait un plan de soutien,
Mais aucune des 6 politiques ne serait soutenue s'il n'y avait pas ces plans de soutien. Donc, globalement, les participants de l'enquête révèlent qu'ils sont favorables à plus de régulation, mais pas à n'importe quel prix. On a un autre gradient qui par moment est très important, c'est le niveau de revenu. Donc vous voyez ici que dans le soutien des politiques liées à des taxations, qui sont les politiques qui sont les moins soutenues, les individus à haut revenu ont plus tendance à les soutenir et les individus à faible revenu ont tendance à moins les soutenir. J'ai parlé précédemment des perceptions des participants sur ce que fait la société, ce que pense la société. Et une des leçons principales qu'on a tirées de la première vague de l'enquête, c'est qu'en fait, il y a une forte sous-estimation dans la population des comportements et des efforts que font les autres membres de la société. Et cette sous-estimation, elle est structurelle, elle s'applique à tous les domaines étudiés et elle s'applique à toutes les formes de comportement, donc que ce soit les comportements, les jugements normatifs ou les attitudes face à des politiques de régulation. Systématiquement, en moyenne, les individus sous-estiment la volonté de la société à modifier ces comportements. Et la littérature sur le sujet a déjà identifié ce phénomène, on n'est pas les seuls à l'avoir trouvé, et de nombreuses études suggèrent que ce phénomène est susceptible d'expliquer la résistance au changement. En 2 mots, ici, sur ce graphique, on parle de manger local, donc acheter des aliments produits localement. Vous voyez à gauche la moyenne réelle des participants, qui est largement majoritaire, et à droite, la perception qu'ont les participants sur ce que les autres autour d'eux, les autres participants font. Et vous voyez qu'ils pensent que nettement moins de gens mangent local que ce qu'ils ne font effectivement. Sur les soutiens politiques, un autre exemple, régulation sur la production et la vente de viande rouge. Là, encore une fois, la majorité des participants serait favorable à une telle mesure, mais ils pensent que seulement une minorité serait favorable. J'en viens à la dernière partie de l'étude qui porte sur la question « est-ce qu'on peut modifier les perceptions et les comportements des personnes ?» Et pour ce faire, nous avons utilisé ce qu'on appelle une expérience contrôlée, où étant donné qu'on a constaté que les personnes avaient une mauvaise perception de ce que fait la société, on s'est dit on va essayer d'informer un certain nombre de participants sur leurs erreurs de perception. Et on va leur communiquer les résultats réels de l'enquête en opposition à ce qu'ils pensaient. Pour ce faire, on a coupé notre échantillon en 3 parties. Une partie qui n'a pas reçu d'information, une partie pour laquelle on a corrigé l'information et on leur a dit spécifiquement les comportements de la majorité et les jugements normatifs de la majorité sur un ensemble de paniers de biens, donc la mobilité, la consommation de viande et le chauffage à domicile. Et le 3e groupe, lui, a reçu des informations sur le soutien aux politiques dont je venais de parler, le fait que 4 politiques sur 6 sont soutenues. Donc la question qu'on s'est posée, et évidemment les individus participant à l'enquête ne savaient pas à quel groupe ils étaient assignés, et donc ça nous permettait de voir quel est l'impact causal de l'information, de la correction des perceptions sur les comportements et les attitudes. Est-ce que les individus informés ont l'intention de changer leur comportement? Et ensuite, dans la 3e vague, on s'est dit, est-ce qu'ils ont effectivement changé leur comportement? Rapidement, ce qu'on observe, c'est que les traitements peuvent avoir un effet, mais cela dépend des domaines. Sur ces 2 graphiques, vous avez l'impact de l'information donc sur les normes, c'est-à-dire sur les comportements dans la société et les jugements normatifs dans la société, sur les intentions de consommation de viande, sur le graphique de gauche, et vous voyez donc 3 barres qui correspondent à nos 3 groupes traités. Le groupe de contrôle, c'est celui qui n'a pas reçu d'information. Le groupe norme, c'est celui qui a reçu une information sur les comportements dans la société. Et le groupe 3, c'est celui qui a reçu de l'information sur le soutien des politiques de régulation.
Ce qu'on voit, c'est que la barre du milieu, qui correspond au groupe traité avec les normes sociales, a des intentions de consommer de la viande inférieures aux deux autres, et que cette différence est statistiquement significative. Alors là, on parle des intentions à 3 mois qui avaient été demandées dans la deuxième vague, et ensuite on regarde dans la troisième vague, on leur demande rétrospectivement, sur les 3 derniers mois, combien de viande avez-vous consommé ? Et ce qu'on observe, c'est que là aussi, il y a une petite différence. Elle n'est pas énorme, mais elle est statistiquement significative. Donc ça suggère que ce type de traitement peut avoir un effet. On a observé le même type de phénomène sur les intentions de réduire la température à domicile. On observe également l'effet de ces traitements sur les soutiens aux politiques. Par exemple, les individus qui ont été traités par l'information sur les normes sont plus favorables à l'introduction d'un péage autoroutier ou à la régulation sur la viande rouge. Alors, malheureusement, ça ne fonctionne pas nécessairement dans tous les domaines, et on a remarqué qu'il y avait une dimension qui pouvait jouer un rôle important dans l'impact que pouvaient avoir les traitements, c'est le manque de confiance dans les médias, dans les institutions. Et vous voyez que, selon le nuage de points ici, vous avez quand même à peu près un quart de la population qui fait face à ce problème de confiance. Et il s'agit surtout des personnes qui sont d'un statut socio-économique plus bas et qui ont des contraintes de temps assez fortes. Il faudrait conclure pour permettre les questions. Très bien, j'en ai pratiquement fini. Donc, ce graphique montre que la dimension confiance ou pas confiance a un rôle important et que les traitements d'information sur les normes et sur les politiques ont tendance à réduire l'écart de comportement entre les confiants et les pas confiants. Donc vous voyez ça sur les graphiques de droite. Vous voyez que dans le groupe de contrôle, la barre orange correspond aux gens qui ont confiance dans les politiques et dans les médias, et la barre jaune représente le comportement moyen des personnes qui n'ont pas confiance. Dans le groupe de contrôle, vous voyez qu'il y a un très grand écart entre ces deux groupes. Par contre, dans les groupes qui ont reçu l'information, vous voyez que cet écart est nettement plus réduit. Donc ça veut dire que même quand les comportements ne changent pas, les traitements d'information ne changent pas le comportement moyen, ils ont au moins l'avantage de réduire la polarisation dans la société. Oui, peut-être juste une remarque, ça ne fonctionne pas, quoi qu'il arrive, dans les questions liées à la mobilité. Vous voyez ici qu'il n'y a aucune différence entre les 3 groupes et assez peu d'écart entre les gens qui sont confiants et pas confiants, donc ça suggère que la mobilité est un domaine pour lequel il y a peu de flexibilité et peu de volonté ou de capacité à modifier ses comportements. Donc pour conclure, je dirais qu'on observe qu'il y a une forte hétérogénéité des comportements liés à la transition, et cette forte hétérogénéité, elle s'applique à tous les groupes sociaux et cela varie entre les domaines étudiés. Il faut faire attention au phénomène de fatalisme et de manque de confiance parce qu'on voit que c'est quand même corrélé très négativement avec les comportements durables. Il y a une demande d'action politique, mais pas à n'importe quel prix, il faut un soutien. Les individus dans la société ont tendance à sous-estimer les efforts des gens, et donc il est utile d'envisager donc des communications concrètes sur les comportements réels. Et on a vu que l'information sur les normes sociales pouvait avoir un impact dans un nombre assez large de dimensions, alors que l'information sur les politiques, vous avez pu le voir, les barres des normes étaient beaucoup plus basses que les barres du groupe de contrôle, mais également que du groupe d'information sur les politiques. Donc le traitement sur l'information de soutien aux politiques ne semble pas avoir été efficace du tout. On observe un impact positif sur des domaines comme la viande et le chauffage. Comme je l'ai dit, on observe aussi que les traitements permettent de réduire la polarisation dans les opinions, dans les comportements. Et enfin, pour conclure, je dirais que la mobilité est le domaine le moins flexible.